Le père, non le père. Le père Mohamed, on rencontre du monde en voyage touristique. En 2009. Voilà. Rencontrer l'ambassadeur, qui est devenu maintenant ambassadeur de Côte de France, en Côte d'Ivoire, dans la cour de l'ambassadeur. Monsieur le maire, qu'est-ce qui nous amène dans cette salle particulièrement? Alors cette salle, c'est Mireille, c'est pas autre chose que Mireille. Cette salle, j'y passe tout le temps. Aujourd'hui, elle est éclairée. Elle est éclairée par l'image de Mireille, qui est quelqu'un d'important dans cette ville, qui a aussi un destin ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu'on travaille avec elle sur son destin dans son pays, en fait, avec ses racines. Son pays? Enfin, son pays. Je pensais qu'elle était française. Mais il y a pas. Le micro est très lourd, monsieur le maire. Vous savez, le pays, ce n'est pas que le... Moi, je suis français, mais je suis d'abord toulousain. Je crois que c'est des choses importantes. Et Mireille est aussi une Française, mais elle a aussi des racines africaines. Et je crois qu'il est crucial que ces racines ressortent. Je pense qu'elle est capable de faire avancer plein de projets. Elle le montre ici, où elle n'a pas tous les réseaux, je suppose, mais où elle doit en avoir beaucoup plus en Afrique. Et je crois que là-dessus, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Enfin, moi, j'ai confiance en elle. Et quand monsieur le maire, que vous verrez peut-être tout à l'heure, m'en a parlé, j'ai dit, moi, je soutiens totalement pas la campagne, puisque c'est pas ainsi que ça se discute, mais je soutiens totalement son engagement. Son engagement, on va le dire clairement, elle souhaite être députée dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et c'est la raison pour laquelle elle organise cet événement, pour sensibiliser sur certaines causes et surtout récolter les fonds. Je crois que c'est une bonne... Déjà, rien que cela prouve qu'elle est capable de se mettre en... On dit chez nous de se mettre en quatre. Elle est capable de se mettre en quatre pour faire avancer les choses, parce qu'elle ne veut pas être députée pour être députée, je pense pas. Je pense que si elle veut être députée, c'est pour faire avancer les choses là-bas. Pour les faire avancer là-bas, c'est un peu dommage, mais c'est comme cela. Il faut passer par ici. Mais ici et là-bas, est-ce que c'est si loin que ça? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Dites-le lui, elle est là devant vous. Elle se cache, Mireille ne te cache pas. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est... Ah non, dites-le lui, Mireille, ce que j'ai envie de te dire. Mireille, ce que j'ai envie de te dire, tranquillement, tu as un projet, ce projet, mène-le au bout, parce que je crois qu'il est... Enfin, je suis sûr qu'il est vrai. C'est pas un projet pour du cinéma, c'est un vrai projet, un projet qui te tient à cœur, parce que tu as envie de faire avancer le pays de tes origines. Merci. Monsieur le maire, puisqu'elle va récolter des fonds, je suis sûr que vous avez donné votre enveloppe. J'ai toujours donné mon enveloppe. Mais ma caméra ne l'a pas vue aujourd'hui. On ne montre jamais d'argent à une caméra, vous le savez aussi bien que moi. On peut montrer l'enveloppe. J'ai pas d'enveloppe. J'ai entendu tout à l'heure, monsieur le conseiller, l'agent au maire de la ville qui accueille notre futur élu, qui disait tantôt que l'Afrique est la mère de l'humanité. Il a tout à fait raison. Si la grâce fait de sorte que nous soyons ici, cela ne doit pas nous permettre, dans le mauvais sens du terme, d'oublier la maman. La maman, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'entièreté de l'humanité. Bon, je crois qu'il est important de ne pas compter sur la quantité, mais de compter sur la qualité. J'ai compris que les élus de sa ville ont tout de suite adhéré à cette idée de se dire, quand on possède une double nationalité, ça ne doit pas être au profit d'une nationalité. Ça doit être au profit de cette double nationalité. Donc, il est de son devoir aussi d'apporter sa contribution intellectuelle, matérielle, spirituelle à son pays de naissance. Le hasard, que d'autres peuvent appeler Dieu, a fait de sorte qu'elle soit née et qu'elle soit originaire de la Côte d'Ivoire. C'est le hasard. Elle pouvait être née ici comme ses enfants, mais le hasard a voulu qu'elle soit née en Côte d'Ivoire. Donc,
nous devons accepter sa décision, sa volonté aussi d'apporter sa contribution à la Côte d'Ivoire, mais à travers sa commune. Il y a le pays, il y a la ville, il y a le village, il y a le quartier. Donc je crois que nous devons d'abord l'applaudir parce que c'est courageux de sa part. Nous devons l'applaudir. Excusez-moi. Donc, comme les présentations ont été faites, je me nomme Mireille Saki, ancienne municipale et simple citoyenne du monde, tout simplement. Je me suis fait plaisir de vous recevoir parce que je voulais qu'on parle un peu en aparté, comme on est en privé tout ce temps que nous sommes, parce que nous sommes une famille. Hein. Quand je dis une famille, c'est-à-dire que tous les enfants d'Afrique et les enfants du monde sont tous du même sein maternel. Donc je vous ai invité à ce jour parce que j'ai un projet que je voulais qu'on partage ensemble. Le projet, c'est celui du développement de notre pays, de notre continent. En particulier la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. Je suis née en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Treichville, au CHU de Treichville, au CHU de Treichville. Pour ceux qui sont de là-bas, ils savent où se trouve le CHU de Treichville. C'est dans le même secteur que le port autonome d'Abidjan, qui est le premier port tonnier dans le monde, à ce qui paraît. Mais malheureusement, on n'a pas de poisson en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas planter le décor, mais c'est pour vous donner encore le courage de continuer à vous joindre à nous pour qu'on puisse ensemble parler du projet de développement et de l'autosuffisance alimentaire. Donc aujourd'hui, le thème que j'ai voulu que nous abordions ensemble, c'est le thème sur l'eau potable pour tous. Parce que je considère que l'eau en tant que telle, elle est source de vie. Et je voulais qu'ensemble, nous puissions échanger sur ce thème-là. Et puis, vous donner à la suite un de mes projets qui est vraiment dans une vision futuriste, qui est comment ensemble nous allons trouver des solutions, vous et nous, vous et moi, pour qu'ensemble nous puissions sauver le peu de ce qui reste encore sur le continent africain. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'eau potable pour tous. Et quelles sont les solutions à trouver pour pouvoir urbaniser nos communes. Donc je vais vous lire un petit schéma pour vous expliquer à peu près ce que c'est que l'eau potable. Ouvrons les eaux usées de la maison d'où vient l'eau du robinet. Voici un schéma simple. Qui nous montre le trajet de l'eau potable et domestique. Parce qu'à la suite, on a des projets avec des techniciens de mettre des châteaux d'eau dans nos différents villages. Parce que je suis venue du village, j'ai vu qu'on était encore à l'époque de la pompe à eau. Et je pense que vous allez tout à l'heure voir des images de moi en train de pomper l'eau. Et c'est difficile, l'eau, non seulement elle est une source de vie, mais elle est une source rare sur le continent africain. Et surtout, c'est un leitmotiv pour moi parce que je pense que nous devons faciliter l'accès à l'eau à nos mamans, parce que ce sont elles qui font la cuisine pour que nos papas puissent manger. Et donc, si elle a l'eau facilement, elle peut cuisiner facilement, elle peut avoir une santé digne et une hygiène de vie saine et c'est un peu dans ce sens-là. Donc, la pompe à eau, elle est là. Donc, le schéma du château d'eau, c'est celui-là, le château d'eau, réservoir d'eau. Donc, tout part par l'eau qui ruisselle ici à ce niveau-là. Voilà, tout part à ce niveau-là, tout part de l'eau, du fleuve, et tout revient à l'eau. Même par la condensation avec la pluie et tout retombe encore dans la terre. Donc ça c'est le schéma de l'eau. L'eau de pompage dans la rivière. Après l'expert Atadiouf va encore plus vous expliquer l'assainissement, tout ce qui, parce que cette technicité-là, parce que l'eau en tant que telle, il faut qu'elle soit potable, parce qu'elle peut être buvable, mais si elle n'est pas potable, elle peut créer des maladies hydriques. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc les stations d'épuration des eaux usées. Bon, d'abord ça commence par l'eau du fleuve. Elles vont dans l'usine de traitement pour l'eau potable. Et de là, elles vont dans le château d'eau. Et du château d'eau, elles reviennent en eau potable
dans les maisons. Et elles reviennent après des maisons, dans les égouts, et elles retombent encore dans les stations d'épuration. Elles sont filtrées dans les stations d'épuration pour ne pas que l'eau qui revient dans les fleuves soit polluée. Donc elles sont encore filtrées à deux niveaux. Donc l'eau est d'abord pompée dans une nappe souterraine qui est une réserve d'eau naturelle, qui se trouve sous la terre, ou bien dans une rivière. L'eau est propre, mais pas forcément potable. Elle est ensuite envoyée vers une usine qui va traiter l'eau pour la rendre potable. Nous pourrons donc la consommer sans danger. L'eau est ensuite envoyée dans le château d'eau qui va permettre de la redistribuer par tous les habitants et de la commune. Le château d'eau est situé sur le pont le plus haut de la commune. L'eau est donc envoyée vers nos robinets. Une fois que nous l'utilisons, les eaux usées se dirigent vers les égouts. Les égouts sont conduits par des tuyaux souterrains qui évacuent les eaux sales dans une station d'épuration, qui récupère l'eau usée et la traite pour qu'elle ne pollue pas la nature et lorsqu'elle sera rejetée. Donc le cycle est un cycle de recommencement au quotidien. Donc quand il ne pleut pas, on risque, c'est pour ça que ça crée la sécheresse. Parce que quand il ne pleut pas, on n'a pas d'eau. Parce que la condensation de l'eau ne monte pas dans le ciel pour retomber en pluie. Donc c'est ça qui envoie la sécheresse sur le continent africain. Et je voulais vous entretenir sur les régions où je suis passée. Parce que je suis originaire de là, mais pas forcément, parce que je suis passée dans plusieurs régions d'Afrique et du monde. Mais je voulais vous entretenir aujourd'hui sur 3 départements de la Côte d'Ivoire, principalement à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est le vivrier du café cacao, de l'huile de palme, de riz, et ainsi de suite. Et où on est encore dans les problèmes de l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, je vais vous parler par exemple de Galébré, qui est le village d'où je suis originaire. Galébré, par exemple, qui est la capitale du riz, la région du riz. Et il n'y a pas de riz dans le village pour les autochtones, on va dire comme ça. Ça coûte même plus cher qu'Abidjan, le riz, dans ce village-là. Donc tôt le matin, les grossistes viennent acheter les sacs de riz. Après, ils les acheminent dans les pays extérieurs, pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, et pas forcément de redistribuer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc les denrées alimentaires coûtent très cher en Côte d'Ivoire, mais elles sont moins chères dans les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui risque de créer un problème dû à la famine. Et pourtant, nous ne sommes pas dans le désert, mais en Côte d'Ivoire, c'est difficile d'avoir 3 repas par jour, malheureusement. Donc, je voulais vous parler de la région de Galébré, d'Ignago et de Guibérois, qui sont à 3h40 en voiture d'Abidjan. Voilà, 3h40 en voiture d'Abidjan. Logiquement, si on met des tramways, des chemins de fer, comme pourront expliquer nos experts, on en aura minimum pour moins d'1 heure pour faire Abidjan, Guibérois, un peu de temps. C'est faisable, ce n'est pas un rêve utopique, mais c'est quelque chose de réaliste. Parce que nos villes ici européennes ont été urbanisées en fonction. Mais à l'état brut, elles étaient comme nos villages sont actuellement. Donc par exemple, je vais faire 3 comparaisons de ces 3 sous-préfectures pour que vous puissiez avoir une idée de ce que pourraient être nos régions là-bas avec ce qu'on a ici. Donc par exemple, on a Guibérois, la région de Guibérois, qui est une ville et sous-préfecture, qui est Guibérois, Galébré, d'Ignago, sont des villes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont la population majoritaire sont des Bétés. Voilà. Et il y a des autochtones, et il y a aussi des allochtones, on a des Baoulés, des Bétés, des Tsenufo, des Tagwana, et ceux qui sont de la sous-région, par exemple, on a des Béninois, des Nigérians, des Camerounais. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité culturelle, des peuples qu'elle a accueillis sur le continent et sur la Côte d'Ivoire. On a des Aïrois, on a des Congolais, on a des Camerounais, et qui sont très bien intégrés dans le pays de la Côte d'Ivoire. Donc, Guibérois, c'est une ville de plus de 64 000 habitants, 64 284 habitants, qui est l'équivalent de Drancy, la ville de Drancy. Si vous voyez Guibérois, vous voyez Drancy, vous voyez l'urbanisation de Drancy. Guibérois,
les faits, en gros. Voilà. Et donc Guibérois est un groupement de minimum 23 villages que je vais vous citer, ces villages. Comme ça, les ressortissants de là qui sont dans cette salle vont reconnaître les noms de leur village. Ça va faire un peu de nostalgie sur ce temps glacial qui est sur Paris en ce moment. Mais aujourd'hui, il fait beau, hein. Il fait beau, on a le soleil, contrairement à hier où il faisait très froid. Donc, à Guibérois, on a différentes localités. On a la localité de Bassi, Bilayo, Gezem, Guibérois, en tant que tel, Kabewa, Bogreboué, Krisrayo, Lebam, Niaprayo qui est le village du footballeur international Didier Drogba, que je salue d'ici. On a Lebam, on a Onayo, on a Bassewa, on a Belam, on a Beliewa, on a Briewa, on a Djetoa, on a Granzia, Konayo, Ondjayo, Zadiayo, Zakoa, Ziriwa, Zoa et Zoukoubré. Cela fait en gros 23 grands villages qui incarnent la région de Guibérois, le chef-lieu de Guibérois. Je vais venir sur Galébré. Sur Galébré, nous avons 5 grands villages, mais Galébré en tant que tel, c'est 4 gros villages qui sont rassemblés pour faire Galébré, qui est la sous-préfecture. Mais à l'intérieur de la sous-préfecture, il y a plusieurs villages qui sont autour, qui sont des chefs-lieux et des secteurs non communaux. Et pourtant, Galébré pourrait être une commune, parce que vu le nombre d'habitants, Galébré, logiquement, si elle n'était pas victime d'une politique actuelle, elle aurait eu une municipalité. Parce que pour pouvoir gérer ces humains, il faut au moins mettre les administrations qu'il faut en place. Donc, dans la région de Galébré, dans la sous-préfecture de Galébré, on a Bogoyo, qui est le canton, on a Nigawa, on a Kosewa et on a Onayo. Galébré a une population de 33 269 habitants, qui est l'équivalent de La Courneuve. La Courneuve a une population estimée à 35 3010 habitants. Donc Galébré a 33 269 habitants, donc c'est l'équivalent de La Courneuve. Regardez l'urbanisation de La Courneuve et regardez ce qui n'a pas été fait dans l'autre sens, dans les projets de co-développement. On a la sous-préfecture de Dignago. Dignago, qui est le village de ma belle-sœur, Michel. Tout précisément, elle est de Otewa. Et donc Dignago, c'est 7 villages regroupés. Donc dans Dignago, on a Bagasewa, Dignago, Bribo, Gazayo, Bogrewa, Lebré et Otewa. Donc, dans cette localité, nous avons l'intention d'apporter notre modeste contribution. Nous avons l'intention d'apporter notre modeste contribution pour le développement et l'urbanisation, pour le développement durable. Parce que mon rêve est de sortir l'Afrique du sous-développement durable. Longtemps, on nous a parlé de développement durable. Et je constate sur les lieux que c'est plutôt le sous-développement durable qui est presque interminable. Et donc je considère que c'est à nous, peuple de la diaspora, car nous sommes la 6e région de l'Afrique, la diaspora bien entendu, le 6e département, qui pouvons, à notre modeste niveau, nous organiser afin que nous puissions faire de notre mieux pour apporter un mieux-être et un mieux-vivre au nôtre. Comment faire? Je peux vous poser la question aussi, comment faire? Et donc si chacun de nous essayons d'apporter notre petite contribution, notre modeste contribution au développement dans notre région, dans notre ville, nous pourrons sauver notre peuple. Donc nous avons proposé, parce que je travaille avec une ONG locale depuis plus de 5 ans ou 6 ans je pense, qui sont dans l'urbanisation rurale, qui s'appelle AIDC, l'ONG AIDC. Donc c'est une ONG médicale en même temps, qui a déjà même des bases au niveau des Galébré, et qui s'occupe aussi d'apporter leur contribution
aux différentes maternités, du matériel agricole, du matériel médical, pour que les femmes qui accouchent puissent accoucher sainement, parce que on a dans nos villages, donc, que j'ai cités, des maternités où il n'y a pas de l'eau potable. Donc on lave les enfants, les bébés qui viennent de naître, avec de l'eau de puits ou de l'eau de pluie qui est recyclée à travers ce qui tombe, ce qui ruisselle sur le toit, et donc c'est pas filtré. Donc le bébé qui vient à peine de naître, il prend encore des microbes et ça fragilise sa vie et la vie aussi de la mère. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le continent africain. Et donc je me suis permise de m'entretenir avec vous pour qu'ensemble, parce que ce n'est pas un rêve personnel, c'est un rêve d'ensemble. Un rêve avec lequel je voudrais que, avec votre aide, votre bénédiction et votre accompagnement, que nous puissions ensemble sauver les nôtres qui sont sur le continent. Parce qu'un peuple sans racines est un peuple sans vie. Si nous sommes ici, que nous n'avons plus de racines là-bas, qu'est-ce qu'on va devenir ici? Donc franchement, ce que je veux faire, c'est vraiment que demander vraiment votre soutien, votre bénédiction, votre soutien financier, moral et contribution en tant que tel, pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Donc j'ai décidé, parce que c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, j'ai décidé d'être candidate aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Oui, 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 il faut que nous osions, il faut oser. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est aller au-devant de ses rêves, afin que nous puissions trouver ensemble une solution. Parce que nous sommes dans un monde où les choses se passent différemment par rapport à la vision que nous avons en tant qu'être humain, en tant que citoyen tel. Mais il y a des choses qui se passent sur notre continent. Et moi, mon combat, c'est plutôt la protection de la mère et de l'enfant. En passant par le père, bien entendu, parce que quand la mère est protégée, le père, évidemment, parce qu'il faut un papa pour qu'une maman ne soit plus, pour qu'une jeune fille ne soit plus une fille, mais qu'elle soit une mère demain. Donc, le père, la mère et les enfants. Donc ça, c'est mon cheval de bataille, c'est mon leitmotiv. Donc, l'idée de la présentation au niveau des élections législatives, elle est venue à l'issue de plusieurs voyages que je fais sur le continent et puis dans différents milieux européens. Et je me rends compte que nos assemblées nationales et nos hémicycles ici et dans le monde ne sont pas assez représentatifs de ce que c'est que la vision d'un peuple. Je veux parler par exemple de la Côte d'Ivoire actuelle. L'Assemblée nationale qui est là, ils ne sont pas au rendez-vous, par exemple, quand on doit parler de la journée de l'eau, les problèmes culturels du développement et tout. Il n'y a pas, à ces rendez-vous importants où la Côte d'Ivoire est en train de représenter, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde quand on parle, par exemple, sur la conférence des migrants, sur l'immigration. C'est des rendez-vous où l'Union africaine même n'est même pas représentée. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et comme la nature a horreur du vide, et je regarde autour de moi, je me dis, mais écoutez, les gens parlent de nous, mais sans nous. C'est assez difficile qu'on puisse parler de nous, mais sans nous. Donc comment ils peuvent avoir les versions de ce que nous vivons? Comment ils peuvent faire pour comprendre ce que nous ressentons à l'instant T d'une situation, par exemple, d'un bateau qui chavire, parce que c'est des migrants africains qui sont sortis de là, qui sont tombés dans l'eau. Ce n'est pas des choses qui s'expliquent, ça se vit en tant que tel. Et moi, je pense que la majorité des personnes que vous êtes dans cette salle, quand vous voyez un bateau de migrants chavirer, ça vous fait un pincement au cœur. Et ce pincement-là, je le ressens aussi. Et donc, c'est dans cette optique-là que je suis partie, j'étais invitée à la conférence internationale sur les réfugiés et les migrants, la conférence internationale qui a été organisée à la Mutualité, et je suis partie en tant qu'invitée. Et lors de cette conférence, j'ai vu que toute la journée entière, on nous a parlé que des réfugiés syriens, libyens, marocains, et ainsi de suite. Mais les images que j'ai vues, je n'ai pas vu des migrants et de migrés noirs. Et donc cela m'a un peu intriguée. Et quand j'ai pris la parole dans la salle, j'ai demandé aux représentants du HCR, parce que c'était à leur tour de faire la table ronde, et je leur posais la question, mais je ne vois pas où sont les migrants noirs qu'on nous montre sur BFM,
enfin de temps en temps. Et comment se fait-il qu'il ne fasse pas partie des quotas dont vous parlez aujourd'hui? Et je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, il y a des réfugiés. Et donc j'ai indexé directement le responsable du HCR et puis de Human Rights, qui avait fait des comptes rendus sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et puis bizarrement, depuis plus de 5 ans, ils sont devenus silencieux. Depuis que la Côte d'Ivoire a été ce qu'elle est aujourd'hui, bizarrement, toutes les organisations internationales sont restées muettes sur ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et le président du HCR me dit, mais il n'y a plus de réfugiés ivoiriens. Je lui dis, mais je viens de Lomé. Je suis allé dans un camp de réfugiés où on m'a même interdit de filmer les Ivoiriens qui sont là-bas. Mais je suis rentré en force dedans. Et j'ai vu les Ivoiriens. J'étais là quand il y a eu l'anecdote d'une femme qui a perdu son enfant de 10 ans, où mes frères togolais avaient refusé qu'on enterre ce bébé sur la terre des réfugiés, sous prétexte que c'était, si la famille retournait demain en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils allaient déterrer la sépulture de cet enfant pour partir avec? Donc eux, ils ont refusé que l'enfant soit enterré sur la terre, donc les parents ont fait une prière à leurs ancêtres et ils ont jeté le bébé dans la fosse commune parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre sur la terre togolaise. Et c'est des choses comme ça qui arrivent. En fait, l'Afrique est l'un des continents où il y a le plus de réfugiés africains, malheureusement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, je suis là pour m'entretenir avec vous, pour que vous me posiez des questions aussi, parce que je suis candidate aux élections législatives, parce que l'Assemblée nationale qui est là actuellement, il y a 251 députés, seulement 24 femmes. Et même dans les 24 femmes, il y a encore une femme suppléante. C'est-à-dire que malgré les 24 femmes, il y a encore une femme qui est assise dans la salle d'attente parce qu'elle est suppléante d'une autre personne, d'un autre député. Donc cela réduit la présence des femmes effectives à 23. Sur 251 députés en Côte d'Ivoire, on nous parle tout le temps de parité, 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 mais la réalité elle est différente sur le terrain. Donc je pense que il serait bien que vous élisiez une femme à Guibérois, parce que comme on dit les vieux, les doyens que j'ai rencontrés sur le terrain, ils ont dit que depuis que la région est région, c'est rare qu'une de leurs filles vienne les voir pour leur dire que papa, maman, je souhaiterais avoir votre bénédiction parce que je veux parler en votre nom. Parce que c'est une femme qui connaît la douleur d'une maman. C'est une femme qui connaît les péripéties de ce qui se passe dans une maison, dans une cuisine, dans un mieux-vivre, dans un mieux-être. Et donc, mettre une femme à la tête d'une commune et d'un département, cela pourrait faciliter même aux hommes, parce que l'homme et la femme sont complémentaires. Moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour l'égalité de l'homme et de la femme, parce que je considère qu'ils ne sont pas égaux, mais ils sont complémentaires. Tout autant ils ont des valeurs, et ces valeurs, quand elles sont mutualisées, ça permet de faire un monde meilleur. Donc c'est pour ça, et c'est en cela qu'on peut parler du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble. Un livre qu'a écrit mon papa, le doyen, le professeur Mawité, le mieux vivre ensemble visible, que je voudrais que vous applaudissiez ici, parce que dans ce livre serait vraiment un guide pour des personnes qui sont en manque de repères, quelles que soient les cultures, hein, parce que ce livre-là, il s'adresse à tous les peuples du monde et de la terre, quelle que soit leur couleur de peau. Donc je suis là pour vous écouter, pour vous entendre. Et encore, je réitère que je suis candidate aux élections législatives pour vous, pour les nôtres, pour que nos peuples puissent s'en sortir ensemble. Et le peu de ce que je connais, je voudrais le mettre à la disposition de mon peuple, de ma nation. Tout comme la France ici m'a fait confiance, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire aussi me fasse confiance pour qu'ensemble nous puissions avancer ensemble pour sauver le navire ivoire. Je vous remercie.